Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'est de l'île de Hong Kong pour explorer deux quartiers voisins, presque collés l'un à l'autre, mais avec des histoires radicalement différentes. Quarry Bay et North Point. À première vue, on voit quoi? Des gratte-ciel, du verre, de l'acier, bref, la jungle urbaine hyper moderne. Mais les documents qu'on a pu consulter, eux, ils racontent une double histoire qui est fascinante. C'est un peu comme deux récits parallèles qui, quand on les superpose, donnent un relief incroyable à cette partie de la ville. D'un côté, on a Quarry Bay, l'histoire d'un empire industriel colonial, et de l'autre, North Point, le récit d'une migration culturelle chinoise foisonnante. L'idée aujourd'hui, c'est de déterrer 5 grandes histoires de ces lieux et de voir comment leurs traces, leurs fantômes survivent. Souvent sous forme de trésors cachés pour qui sait où regarder. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que ces deux quartiers, en fait, ils illustrent les deux principaux moteurs du développement de Hong Kong. C'est-à-dire? D'un côté, la puissance du capital étranger, qui peut transformer un paysage du tout au tout, et de l'autre, la résilience incroyable des communautés migrantes qui construisent leur monde dans des espaces très limités. C'est une histoire d'industrie contre une histoire de communauté. Et en les regardant ensemble, on a une image très complète de l'ADN de la ville. Parfait. Alors, commençons par Quarry Bay. Rien que le nom, c'est déjà une contradiction. Ah oui? Le nom chinois Tsor Yuchong, Chak Yuchong, ça veut dire le ruisseau des carpes noires. Ça évoque une image très naturelle, un village de pêcheurs, Exactement. quelque chose de très bucolique, de pré-industriel. Et en anglais, c'est Quarry Bay, la baie de la carrière. Là, on est tout de suite dans le bruit, la poussière, l'exploitation du granit au 19e siècle. On dirait que le nom anglais a littéralement écrasé le nom chinois, non? C'est une excellente observation. C'est exactement ce qui s'est passé sur le terrain. L'industrie a tout balayé. Et cette transformation, elle est l'œuvre d'une seule et même entreprise, le conglomérat Taikoo. Butterfield & Swire, à l'origine. C'est ça. À partir de 1883, ils ont pris cette baie et ils en ont fait l'une des plus grandes zones industrielles de Hong Kong. Et quand on dit zone industrielle, qu'est-ce que ça représentait concrètement? C'était une véritable ville dans la ville. Ils ont construit les chantiers navals Taikoo, qui étaient gigantesques, la raffinerie de sucre Taikoo, son nom est encore célèbre aujourd'hui, et même une usine d'embouteillage qui, plus tard, est devenue l'usine Coca-Cola de Hong Kong. Et pour faire tout ça, j'imagine qu'il a fallu de la place. Énormément. Ils ont dû remblayer massivement la baie, donc les ruisseaux, les carpes noires, tout ça, ça a disparu sous le béton. C'est vraiment le cas d'école du développement colonial industriel. La priorité, c'est l'économie, le reste passe après. C'est donc notre première histoire, cette puissance industrielle et sa transformation. Les sources disent que les chantiers navals, c'était plus de 5000 ouvriers. C'est colossal pour l'époque. Ah oui, c'était un cœur économique qui rivalisait avec le Japon, un cœur bruyant et fumant. Et aujourd'hui, de tout ça, en apparence, il ne reste presque plus rien. Le quartier est devenu Taikoo Place, un centre d'affaires ultra moderne. Mais il y a un vestige, le fameux trésor caché. On parle de cet ancien portique de levage, tout rouillé, qui a été conservé au bord de l'eau. C'est quand même surprenant, cette relique industrielle au milieu des tours de verre. C'est très surprenant. Et c'est un excellent exemple de ce qu'on appelle le heritage branding. La valorisation du patrimoine. Exactement. L'entreprise qui a rasé les chantiers pour construire les tours, c'est Taikoo elle-même, reconvertie dans l'immobilier. Alors en gardant ce portique, ils ne font pas que décorer, ils racontent une histoire. Ils disent « Regardez notre héritage. On a construit le Hong Kong d'hier et on construit celui d'aujourd'hui. » C'est un symbole très fort de la transition de la ville, de l'industrie vers la finance. Tout à fait. Ce portique, ce n'est pas juste un fantôme, c'est un argument de vente. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans les documents, c'est de voir à quel point cette organisation industrielle était aussi une organisation sociale, très hiérarchisée, et que ça se voit dans l'architecture. C'est notre deuxième récit. Oui, l'architecture était le miroir parfait de la société. Taikoo a construit des logements pour tout le monde, mais... Pas de la même manière. Alors d'un côté, il y avait les milliers d'ouvriers. Ils étaient logés dans d'immenses dortoirs, les bâtiments au caractère taille. Des communautés très denses où on était à la fois collègues et voisins. C'est ça. Et de l'autre côté, complètement à part sur les hauteurs, dans la verdure, il y avait les cadres supérieurs. C'est plus qu'une question de confort, c'est une véritable carte sociale dessinée sur le paysage, non ? C'est une carte sociale et même une barrière psychologique. La géographie reflète la structure de classe coloniale. En bas, dans le bruit, la main-d'œuvre chinoise. En haut, dans le calme, l'élite expatriée. Et le symbole de ce pouvoir, c'est une demeure, la Lam Tin House. Ah oui, cette élégante maison en briques rouges. On dit même qu'elle avait une réputation un peu spéciale à une époque. Les notes parlent d'une maison hantée.
Oui, c'est toute une légende locale. Après avoir été abandonné dans les années 70, les gens du coin l'ont surnommé la maison hantée. C'est amusant de voir comment un symbole de pouvoir, une fois vide, devient un objet de folklore. Et le trésor caché? Aujourd'hui, c'est cette maison elle-même? Exactement. Elle a été restaurée et transformée en centre d'éducation à la biodiversité. Elle est ouverte à tous. Et le symbole est extrêmement fort. D'un espace d'exclusion. À un espace public dédié à l'éducation. C'est une sorte de réintégration, une reconquête pacifique de l'espace par la communauté. On peut s'y promener librement, là où avant seuls quelques privilégiés pouvaient entrer. C'est une belle transformation. Et en parlant de se promener sur ces collines, il y a une troisième couche d'histoire bien plus sombre qui s'y cache. Quarry Bay n'était pas qu'une usine, c'était aussi un champ de bataille. En effet, pendant la bataille de Hong Kong, en décembre 1941, les collines juste derrière ont été le théâtre de combats acharnés. Et toute l'infrastructure industrielle est devenue une infrastructure de guerre. Donc, si on part en randonnée aujourd'hui, sur des sentiers comme le Mount Parker Road, on peut littéralement tomber sur des vestiges de cette période d'empire. C'est exactement ça. On peut trouver des fourneaux de campagne, des positions de défense. Mais le plus fascinant, c'est de voir comment les installations de Taïkou ont été réutilisées. Par exemple, les grands réservoirs d'eau de la raffinerie de sucre ont servi de réserve stratégique pour les soldats. Ah oui, d'accord. Il y a même des restes d'un pont de téléphérique de l'usine qui a été transformé en ligne de ravitaillement militaire. Le trésor. Ici, c'est donc l'expérience elle-même. La randonnée devient un cours d'histoire à ciel ouvert. Une trail passe délibérément par ces sites. Et voir une structure en béton à moitié mangée par la jungle, en comprenant qu'elle a servi à faire du sucre et à faire la guerre, ça donne une dimension très physique à l'histoire. Donc, si on résume Quarry Bay, une histoire planifiée, verticale, imposée par une seule grande entité coloniale. Mais si on se décale d'à peine 1 kilomètre, à North Point, l'ambiance et l'histoire changent du tout au tout. Radicalement, on quitte le royaume Taïkou pour entrer dans la petite Fujian et le petit Shanghai. Ici, l'histoire ne s'est pas écrite d'en haut, mais depuis la rue, de manière beaucoup plus organique. Et ça nous amène à notre quatrième récit, celui de la petite Fujian. L'histoire commence dans les années 1920 avec un certain Li Chunyang, un magnat de la province du Fujian. Oui, il a eu un coup de génie. Il a acheté d'immenses terrains qui venaient d'être gagnés sur la mer et il a commencé à y construire des logements. Et tout naturellement, il a attiré des milliers de ses compatriotes du Fujian. En fait, il n'a pas seulement vendu des appartements, il a importé une communauté. Et c'est comme ça qu'est née la petite Fujian. Le trésor le plus incroyable de cette communauté qu'on voit partout en photo, c'est la rue Chunyong. Un marché de rue hyper vivant, mais avec une petite particularité. Une particularité unique au monde. Le tramway, le fameux ding-ding, passe en plein milieu du marché. Il ne le contourne pas, il le traverse. Il le traverse. Les rails sont entourés par les étals de légumes, de fruits de mer. Le tram avance au pas, les vendeurs retirent leur panier à la dernière seconde. C'est une chorégraphie quotidienne absolument surréaliste. Comment est-ce que ça peut fonctionner à un chaos pareil? C'est ce qu'on pourrait appeler un compromis dynamique. C'est le reflet de la façon dont les communautés ont dû optimiser chaque centimètre carré d'espace. Le tram était là avant, mais la communauté avait besoin d'un lieu pour commercer. Alors, au lieu de choisir, ils ont appris à cohabiter. C'est une métaphore formidable de l'adaptation. Et au-delà de cette scène incroyable, il y a d'autres trésors plus discrets de cette culture fujanaise. Ah oui, et ils sont souvent cachés à la vue de tous. Il faut lever les yeux. Dans les étages des immeubles, on trouve des associations de clans ou des temples bouddhistes qui occupent juste 1 ou 2 appartements. D'accord. Et près de la jetée, il y a des étals très spéciaux qui vendent uniquement des poissons à libérer pour un rituel bouddhiste de compassion très important pour la communauté. C'est fascinant. On passe d'un héritage monumental à Quarry Bay à un héritage presque invisible, niché dans les plis de la ville. Et North Point a une autre facette, celle du petit Shanghai. C'est notre 5e histoire. Oui, après la guerre civile en 1949, une nouvelle vague de migrants arrive, cette fois de Shanghai. Des entrepreneurs, des artistes, ils ont fait de North Point l'épicentre culturel de Hong Kong. Le quartier était rempli de boîtes de nuit, de studios, de théâtres. Et au cœur de toute cette effervescence, un bâtiment mythique, Oui, le State Theatre. anciennement l'Empire Theatre, oui. C'était le temple de la culture. Son architecture elle-même est une œuvre d'art. Cette structure de toit avec ses arches paraboliques en béton, c'est un des plus beaux exemples d'architecture postmoderniste en Asie. Et à l'intérieur, c'était le lieu de tous les grands événements. Absolument. Opéra, concerts. Mais surtout, il a été le témoin de l'âge d'or du cinéma hongkongais.
Et il y a une anecdote qui illustre bien son importance. En 1970, une jeune chanteuse de 17 ans, encore inconnue, s'y est produite. Elle s'appelait Teresa Teng. Teresa Teng a commencé là. La scène du State Theater a vu les débuts de celle qui allait devenir une icône immense de la musique asiatique. Incroyable. Et le trésor aujourd'hui? Le théâtre existe toujours? Il a failli être démoli, mais il a été sauvé et classé monument historique. Le premier trésor, c'est donc le bâtiment lui-même, qui est au cœur d'un grand projet de conservation. Et le second, c'est le contraste. Juste à côté, on a la nouvelle promenade du East Coast Park, ultra moderne. On a donc côte à côte le fantôme du petit Shanghai des années 50 et le visage du Hong Kong du 21e siècle. Alors, si on essaye de synthétiser tout ça, ce que je retiens, c'est vraiment l'image de ces deux forces qui construisent la ville. D'un côté, Quarry Bay, un récit écrit en grand, de manière presque militaire, par le capitalisme. C'est monumental, planifié. Une histoire de fer, d'acier, de lignes droites. Exactement. Et de l'autre, North Point, une histoire qui a poussé comme de l'herbe entre les pavés. C'est organique, un peu chaotique, une culture qui s'est tissée dans les interstices. Et si on prend un peu de recul, ces deux récits sont les deux facettes de la résilience de Hong Kong. Une résilience qui s'exprime autant dans la puissance de l'empire taïko, capable de remplir une baie, que dans la vitalité des communautés qui recréent un univers dans un espace contraint. L'acier de l'industrie et la force vitale des migrants, c'est vraiment la double âme de l'Est de l'île. Le but de notre analyse, c'était un peu ça, transformer ces vestiges qui peuvent paraître froids, un portique, une maison, un marché, en des lieux chargés d'histoire. C'est ça. Et pour finir, une petite pensée à méditer. On a vu comment l'économie, la société, la migration, la guerre s'inscrivent littéralement dans le paysage. La prochaine fois qu'on se balade dans un quartier, que ce soit à Hong Kong ou n'importe où ailleurs, on peut peut-être se poser la question sur quelles autres histoires invisibles, des histoires de pouvoir, de survie, de conflit ou de célébration est-on en train de marcher en ce moment même.